Le soleil matinal caressait doucement le carrelage de la cuisine, tandis que je versais mon thé une verveine citronnée comme toujours, avec une touche de miel de lavande. Par la fenêtre, les hortensias s'épanouissaient, bleues cette année, grâce au mélange de terre que j'avais préparé au printemps. Henri m'aurait taquiné disant que c'était ma sorcellerie de jardin, et je l'aurais traité d'ignorant des fleurs. Nous avions nos petites habitudes. Je portais ma tasse sur la terrasse arrière, m'installant dans le rocking chair en bois qu'il avait construit après sa première retraite, celui qui craquait plus fort que mes articulations ces jours-ci. La tasse réchauffait mes mains, et une brise légère portait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et de la lavande du jardin. « Bonjour, mon amour », murmurai-je, le regard tourné vers le jardin, où ses vieux gants pendaient encore à la porte de l'abri. Les hortensias gagnent cette année. Je t'entends presque râler. Je sirotais lentement, observant un écureuil filer sur la clôture. Les oiseaux chantaient. Le chien du voisin aboya une fois, puis se tut. C'était paisible, presque trop calme. La maison ne résonnait plus de pas, plus de dessins animés matinaux des petits-enfants, plus de tintements des tartines d'Henri. Mais je la gardais impeccable comme toujours. Mon indépendance comptait, peut-être plus maintenant qu'autrefois. L'horloge de la cuisine sonna une fois, puis deux. 10 heures. Dimanche. Cela signifiait un appel de Damien. Il était fidèle à ce rendez-vous, je devais l'admettre. Chaque dimanche même, brièvement, il prenait des nouvelles. Ce n'était pas toujours chaleureux, mais c'était familier. Et le familier, c'est réconfortant. Je jetai un œil au téléphone sur la table de la terrasse, m'attendant à voir l'écran s'illuminer. Je glissai une mèche argentée derrière mon oreille et me redressai. « Voyons quel charme notre fils nous réserve aujourd'hui, hein ?» chuchotai-je au jardin. Comme à point nommé, le téléphone sonna. « Salut, maman », dit Damien, sa voix suave, comme toujours, bien qu'un peu distraite. J'entendais le cliquetis d'un clavier en fond. « Bonjour, mon chéri », répondis-je, un sourire déjà aux lèvres. « On dirait que tu es bien occupé. »« Juste en train de boucler quelques emails. Multitâche, tu sais. Comment vas-tu aujourd'hui ? » ?»« Oh, ça va. Les hortensias se pavanent et Madame Leclerc a enfin admis qu'elle copiait l'agencement de mes plates-bandes de tomates. » Damien rit doucement. « Toujours en train de gagner la guerre des jardins du quartier, hein ? Toujours. » Je pris une gorgée de thé, sa chaleur apaisant ma poitrine. « Et Émilie, des nouvelles du médecin ?» Un silence, puis un changement dans sa voix, plus calculé que sincère. « Oui, d'ailleurs. Elle a commencé une nouvelle FIV la semaine dernière. On garde espoir. Et on est vraiment reconnaissant pour ton aide. Ce virement a tout changé, maman. » Je hochai la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. « Bien sûr, mon chéri. Je veux que vous soyez heureux. T'es la meilleure. Vraiment. » Il s'adoucit un instant ou fit semblant. « Émilie te remercie encore. On te remboursera dès qu'on pourra. » Je balayai l'idée d'un geste. Ce n'est pas nécessaire. Il changea rapidement de sujet. « Et la peinture ? Toujours en train de créer des chefs-d'œuvre dans ton petit atelier ? » « Eh bien, je travaille sur un paysage du parc. J'essaie de capturer la lumière à travers les arbres, mais c'est plus difficile que prévu. Mon professeur dit que j'ai un bon œil pour la composition. »« Je n'en doute pas, » dit-il légèrement. « T'as toujours eu un don pour les couleurs. » La conversation ne dura pas longtemps. Elle ne durait jamais. Mais il touchait toutes les cordes sensibles, l'appel, la gratitude, la curiosité. Il demanda même des nouvelles du club de jardinage. « J'essaierai de passer le mois prochain, » ajouta-t-il à la fin. « Ça fait trop longtemps. »« Ça me ferait plaisir, » dis-je sincère. « Je t'aime, maman. »« Moi aussi, Damien. » L'appel se termina. Du moins, c'est ce que je pensais. Je posai le téléphone doucement et me renversai dans le rocking chair satisfaite. Le vent tourna apportant le parfum des buissons de lavande autour de la terrasse. Puis je l'entendis, sa voix faible mais indubitable venant du téléphone. Elle a mordu à l'hameçon. Je me figeais le sang se glaçant dans mes veines. L'appel n'était pas terminé. Au début, je crus à un bug de messagerie vocale. Juste du bruit de fond du bureau de Damien, peut-être avait-il oublié de raccrocher. Je tendis la main vers le téléphone pour l'éteindre, un léger sourire encore aux lèvres. Puis j'entendis la voix d'Émilie.
Elle a mordu à l'hameçon, un silence. Comme un poisson dans la nasse, répondit Damien d'un ton sec, presque ennuyé. Elle a pratiquement supplié pour aider, je n'ai même pas eu à insister. Mon souffle se bloqua. On fait semblant d'être enceinte assez longtemps pour récupérer la maison, poursuivit Émilie comme si elle parlait d'une recette de tarte. Une fois les papiers signés, on la mettra dans un endroit pas cher et calme. Une maison de retraite peut-être. Elle est un poids mort de toute façon. Je ne pouvais plus bouger. Mes doigts planaient au-dessus du téléphone figé. Les mots s'infiltraient un à un comme de l'acide dans ma poitrine. Elle n'a pas besoin de tout cet espace, ajouta Émilie. Elle ne peut même plus monter les escaliers. Et elle pense que ces petites peintures sont un héritage, un ricanement. C'est juste pathétique. Des rires suivirent. D'abord celui d'Émilie, puis celui de Damien. Puis une autre voix, Théo. Elle parle encore de son club de jardinage comme si c'était important, ajouta Damien en riant. Et ses aquarelles. Mon Dieu, j'ai dû faire semblant de m'y intéresser pendant 15 minutes la semaine dernière. Pauvre chose, se moqua Émilie. Elle pense que son prof d'art voit vraiment du talent dans ses arbres de parc. La pression dans ma poitrine rendait la respiration difficile. Je sentis quelque chose se briser en moi. Honte, colère, chagrin, tout entremêlé dans un cri silencieux. Elle nous fait confiance, Damien, dit encore Émilie. Elle signera. Ensuite, je ferai semblant de perdre le bébé. Je pleurerai un peu, je blâmerai le stress. Elle ne posera pas de questions. Elle ne le fait jamais. Je faillis laisser tomber le téléphone. Mes mains tremblaient lorsque je mis fin à l'appel. Vraiment, cette fois. Le silence qui suivit n'était pas la paix. C'était le hurlement d'une vie qui s'effondrait. Je fixais les hortensias. Ils étaient toujours là. Toujours bleus. Toujours en fleurs. Et pour la première fois de ma vie, j'eus envie de les arracher de la terre. Le lendemain matin, je m'assis à la table de la cuisine, bien avant l'aube, au même endroit où je buvais du thé avec Henri, où nous feuilletions des recettes, ou où je peignais dans le calme des heures précédant l'éveil du monde. Mais ce matin-là, je ne peignais pas, je me souvenais. Les souvenirs se déroulaient comme une pelote de laine. Il y avait Théo, 3 ans plus tôt, avec son sourire enthousiaste m'expliquant son grand projet, une application qui révolutionnerait les courses en ligne. C'est l'occasion en or mamie, avait-il dit, me tendant des graphiques imprimés en couleur. Il me faut juste un peu d'aide, 10 000 € pour le développement. J'avais signé le chèque. 2 mois plus tard, je l'avais vu sur des photos taguées dans une station de ski à Chamonix. Plus jamais un mot sur l'application. Puis il y avait Iris. Elle était venue en larmes, disant que son prêt étudiant avait été refusé, qu'elle allait devoir abandonner ses études. Juste quelques milliers pour couvrir les frais, jusqu'à ce que ça s'arrange, avait-elle murmuré la voix tremblante. Je lui avais donné 5 000. Un mois plus tard, je l'avais croisée au centre commercial avec un sac de créateur et des cheveux platine fraîchement teints. Quand j'avais demandé des nouvelles de ses études, elle avait dit qu'elle avait besoin d'une pause pour se trouver. Émilie avait abordé l'idée doucement autour d'un thé. Tu sais, ce serait plus sûr si tu venais vivre avec nous, avait-elle dit les yeux pleins d'une sollicitude bien rodée. Tous ces escaliers, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je lui avais dit que j'allais bien. Elle avait souri, lèvres pincées, et changé de sujet. Et Damien. C'était toujours Damien qui portait les coups les plus durs enveloppés dans un emballage soigné. Maman, ce serait plus simple si j'avais un accès. Au cas où quelque chose arriverait. Tu n'as pas à t'inquiéter, je ne toucherai pas un centime. Il avait dit ça en m'aidant à configurer la banque en ligne sur sa tablette. Je me souvenais de son soulagement quand j'avais fini par accepter. Tous les signes étaient là. Je ne voulais simplement pas y croire. Je ne voulais pas voir ce qu'il devenait. Parce que si j'admettais ce que je soupçonnais, je devrais admettre que l'amour avait des limites, que même les siens pouvaient vous trahir. Et je n'étais pas prête à affronter ça, jusqu'à maintenant. La maison était sombre, hormis la faible lumière au-dessus de l'évier, projetant de longues ombres sur le linoléum. Je m'assis dans mon fauteuil habituel, celui avec le coussin usé et une légère inclinaison à gauche. Le téléphone reposait sur la table à côté de ma tasse de thé, froide, intacte depuis l'appel. En face de moi, sur l'étagère au-dessus du radiateur, trônait la photo d'Henri. Celle que j'avais prise pour notre 40e anniversaire, ses mains encore robustes autour du manche de la pelle de la terre, sur ses manches, les yeux plissés sous le soleil de l'après-midi.
J'étais aveugle, murmurai-je. Mais toi, tu l'aurais vu, n'est-ce pas? Ma voix se brisa. Tu voyais toujours ce que je refusais de voir. Je me levai lentement et traversai la pièce. Mes genoux me faisaient mal, mais je ne le sentais pas. Mes doigts trouvèrent la petite clé en laiton cachée derrière la boîte à sucre, exactement là où je l'avais laissée des années auparavant. Le tiroir du couloir grinça en s'ouvrant. À l'intérieur de vieilles enveloppes des documents jaunis, une boîte en velours avec nos alliances et un dossier soigneusement étiqueté Propriété N pension, VHNHH. Je l'ouvris. Là, c'était clair. L'acte de propriété uniquement à mon nom, signé et daté 6 mois après le décès d'Henri. Les documents de la pension. Bénéficiaire, Viviane Armand. Aucun secondaire. Ils ne pouvaient pas prendre ce qui ne leur appartenait pas légalement, plus maintenant. Puis je me souvins d'autre chose, quelque chose de presque ridicule. Quand j'avais eu ce nouveau téléphone, Iris m'avait aidé à installer une application qui, selon elle, m'éviterait d'oublier les appels importants. C'était un enregistreur, toujours actif, sauf si désactivé manuellement. Je vérifiais. La conversation entière avait été enregistrée automatiquement. La voix de Damien, le ricanement d'Émilie, chaque mot cruel. Je lançais la lecture juste pour être sûre. Tout était là. Je restais dans le couloir écoutant leur trahison résonner depuis mon propre appareil, et je sentis quelque chose d'étrange s'installer dans mes os. Pas de la colère, pas du chagrin, de la clarté. Je ne les appellerai pas. Pas encore. Qu'ils pensent que j'étais toujours dans l'ignorance. Qu'ils pensent que j'étais vieille et inoffensive. Qu'ils me sous-estiment une dernière fois. Le bureau de Jeanne Kowalski sentait légèrement la citronnelle et le vieux papier. Une combinaison étrange, mais réconfortante. Elle m'accueillit avec une poignée de main ferme et des yeux chaleureux qui s'assombrirent d'inquiétude lorsque j'expliquai la raison de ma visite. « Prenez votre temps », dit-elle doucement, poussant un bloc-notes vers moi, alors que je racontais tout. L'appel qui n'avait pas pris fin, les rires, la mention d'une fausse grossesse, le plan pour s'emparer de ma maison. Quand j'eus fini, je sortis mon téléphone et lui fis écouter l'enregistrement. La voix de Damien, les calculs froids d'Émilie, leurs rires, chaque mot infâme. Jeanne n'interrompit pas une seule fois. Quand ce fut fini, elle se renversa dans son fauteuil, le regard dur. « Viviane, dit-elle lentement, vous savez que c'est de l'exploitation financière. Si vous vouliez porter plainte… » Je secouai la tête. « Pas encore. Je ne cherche pas la vengeance. Juste la protection, la paix. » Elle hocha la tête. « Alors commençons. » D'abord, nous réécrivîmes mon testament. L'ancien laissait tout à Damien avec quelques souvenirs pour les petits-enfants. Je lui demandai de repartir de zéro. Pas de famille, pas de faille. Le Nouveau Testament désignait une association locale d'alphabétisation comme bénéficiaire principal. Mes fournitures d'art iraient au centre communautaire. Mon exécutrice serait Jeanne, ma remplaçante Zineb. Ensuite, nous abordâmes la maison. Je veux la transférer dans une fondation privée, dis-je, que je contrôle pour l'instant, mais qui me survivra. Les sourcils de Jeanne se haussèrent. Dans quel but ? Pour offrir aux femmes comme moi, âgées seules utilisées, un endroit où se poser, un lieu qui leur appartient. Jeanne esquissa un sourire. On peut absolument faire ça. Quand je quittai son bureau, la fondation était nommée le Testament déposé, et j'avais un dossier tout neuf, prouvant qu'il ne pouvait rien toucher de ce qui était à moi. De retour chez moi, je passai la soirée à défaire chaque fil qu'ils avaient tenté de tisser dans ma vie. J'annulais les cartes de crédit où figurait Damien. Je changeais les mots de passe. Je verrouillais l'accès bancaire. J'ouvris un nouveau compte email. Je mis mon téléphone en mode « ne pas déranger ». Le silence ne dura pas longtemps. Damien appela. Je laissai sonner. Émilie envoya un texto « Maman, tu vas bien ? Réponds, s'il te plaît. » Je fixai l'écran. Puis, calmement, je cliquai sur « Bloquer ». Pas de message, pas de colère, pas d'avertissement, juste le silence. Le lendemain matin, je me tenais dans mon jardin, une tasse de thé à la main. L'air était frais. Mes hortensias dominaient en l'été. La maison derrière moi semblait inchangée, mais tout avait changé. « Pas de guerre », murmurai-je. Qu'ils se posent des questions, et je souris, parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient.
La tempête était déjà passée. Ce qui suivrait, je le façonnerais. C'était un jeudi matin quand ils arrivèrent, Damien et Émilie, côte à côte sur mon perron, comme des étrangers bien habillés qui avaient oublié qu'ils étaient autrefois ma famille. Émilie serrait un bouquet de lys blanc et immaculé. Damien arborait ce même masque poli qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. Sourire en coin, regard un peu trop concentré. Ils sonnèrent 2 fois, frappèrent, attendirent. Je me tenais dans le couloir hors de vue, le cœur stable, la respiration calme. J'entendais leur voix étouffée. « Elle dort probablement, » dit Émilie. « Non, elle est là, » marmonna Damien. « Elle nous ignore, c'est tout. » Exact. Je les observais par le Judas alors qu'ils hésitaient encore quelques secondes, puis calèrent les fleurs dans la porte vitrée avant de retourner à leur voiture. Ils s'arrêtèrent, jetèrent un regard vers la maison, murmurèrent quelque chose d'acerbe. Les lèvres d'Émilie se pincèrent, la mâchoire de Damien se crispa, puis ils disparurent. Au moment où leur voiture tournait au coin de la rue, ils l'avaient déjà reçue. Une lettre de Jeanne, formelle, froide, juridique. Tous les privilèges financiers sont révoqués. Compte joint dissous. Accès aux crédits annulés. Tous les rôles liés à la succession révoqués. La propriété située au 117 rue des Lilas a été légalement transférée à la Fondation Viviane Armand pour la justice des aînés. Tout contact direct ou tentative d'influence sur la cliente constituera du harcèlement et pourra entraîner une ordonnance restrictive. J'imaginais leur silence en lisant. Peut-être la main de Damien tremblait-elle. Peut-être Émilie jura-t-elle. Ou peut-être pour la première fois réalisèrent-ils que le jeu était fini. Mais ce n'était pas tout. Cet après-midi-là, je portais 3 enveloppes matelassées à la poste, chacune adressée de ma main, chacune contenant une petite clé USB, chacune soigneusement étiquetée. Destinataire numéro 1, l'employeur d'Émilie, conseil d'éthique de la clinique Fertilité Étoile du Nord. Pièce jointe, cet employé a conspiré pour fabriquer des revendications médicales et une dépendance financière à des fins personnelles. Destinataire numéro 2, le département RH de l'entreprise de Damien. Pièce jointe, cet employé a abusé de l'accès à une personne âgée, s'est engagé dans des discussions trompeuses sur la planification successorale et a tenté une acquisition d'actifs secrètes. Destinataire numéro 3, Madame Liliane Ortega, journaliste d'investigation Le Monde. Pièce jointe, enregistrement audio ci-joint, étude de cas pour votre série récente sur le vol silencieux abus sur les aînés à l'ère de la confiance. Chaque clé contenait la même chose, l'audio non édité de l'appel qu'il pensait terminé. Chaque ricanement, chaque plan, chaque rire. Il m'avait traité de naïve, de poids mort, de cible facile. Ils avaient oublié que les discrets ne sont pas toujours faibles. Certains d'entre nous attendent juste que le courrier soit livré. La chute fut rapide, plus rapide que je ne l'avais prévu pour être honnête. Le lundi, je reçus un message vocal sec d'Émilie, la voix cassante et tremblante. « Tu as ruiné ma vie. J'espère que t'es contente. » Pas d'excuses, juste des reproches. Cette même sollicitude jouait maintenant fissurée et crue. La clinique Fertilité Étoile du Nord l'avait mise en congé immédiat et à la fin de la semaine, elle était licenciée. Violation éthique, manquement à la confiance. Il n'avait donc pas besoin d'un tribunal, juste l'enregistrement. Le mardi, l'entreprise de Damien lança une enquête formelle. Son accès au système financier fut gelé. Les RH appelèrent ça une suspension préalable à l'examen. Je l'imaginais faisant les 100 pas dans son bureau aseptisé, essayant d'expliquer comment aider sa mère avait dégénéré en responsabilité d'entreprise. Le mercredi, Théo perdit sa bourse universitaire. Un parent inquiet de son université avait transmis l'enregistrement après avoir lu l'article du Monde. Apparemment, sa start-up avait discrètement accepté plus de 30 000 € de dons familiaux. Rien de déclaré, rien de tracé. Le jeudi, le compte d'influenceuse d'Iris disparut. L'un de ses sponsors s'était retiré après une vague de critiques sur des arnaques aux dons, des histoires fabriquées sur sa grand-mère malade, postées aux heures de pointe de la compassion. Je n'avais jamais su. Maintenant, tout le monde savait. Le vendredi, le monde les voyait pour ce qu'ils étaient. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je les soupçonnais bien avant cet appel.
6 mois plus tôt, quelque chose avait changé dans le ton de Damien. Les appels devenaient plus mielleux, plus ciblés. Il posait des questions sur l'acte de propriété, sur la pension d'Henri, sur mes plans de soins à long terme. Émilie voulait soudainement me rendre visite. Théo m'appelait sa femme préférée, de nulle part. Iris apportait du thé et des compliments. Alors je les ai testés. J'ai mentionné comme en passant que je finalisais ma succession, que je pourrais recevoir un héritage d'une vieille amie d'outre-mer, une veuve pétrolière sans enfant. J'ai même laissé une fausse enveloppe légale traîner lors de leur visite. Ils l'ont vue. Ils ont mordu. En 2 semaines, Émilie m'a envoyé des papiers pour simplifier les procurations médicales. Damien a proposé d'aider à sécuriser les fonds. Théo a offert des conseils d'investissement. Iris a laissé entendre à quel point il était dur d'être jeune et responsable. Je n'avais jamais reçu d'héritage, mais j'avais obtenu quelque chose, la vérité. Et une fois que je l'avais, je n'étais pas en colère. J'étais libre. La réceptionniste frappa doucement à la porte de mon atelier, juste après le déjeuner, sa voix hésitante. « Viviane, il y a un homme qui demande à vous voir. Il dit qu'il est votre fils. » Je ne répondis pas tout de suite. Je posai mon pinceau, essuyai mes mains sur mon tablier. L'aquarelle sur le chevalet, un jardin en début d'automne, était encore humide, la lumière pas tout à fait juste dans le coin inférieur. « Dites-lui que je le retrouverai dans la cour, » dis-je calmement. Le soleil était chaud, le genre d'après-midi qui appelait un thé glacé et des colibris. Je choisis le banc près de l'arche de rose, où je lisais souvent, ou regardais simplement le ciel. Damien s'approcha lentement, un bouquet de lys à la main, encore. Il n'avait pas changé, pas vraiment. Toujours poli, toujours répété, mais il y avait quelque chose dans ses yeux maintenant. Du désespoir peut-être, ou de la honte. « Maman, dit-il essoufflé. Dieu merci. Je ne savais pas où aller. » Je laissai le silence s'étirer entre nous. Il s'assit à côté de moi, pas trop près. « Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que ce que tu as entendu était horrible. Mais on est une famille. S'il te plaît, rentre à la maison. » Je me tournai vers lui, la voix calme. « Tu as dit que j'étais stupide, que j'étais faible. Ce n'était pas une erreur, Damien. C'était la vérité, ta vérité. » Il détourna le regard. Je ne le pensais pas comme ça. J'étais frustrée, emportée. Émilie. Je levai la main. « Ne blâme pas, Émilie. Ne blâme personne. Tu savais ce que tu faisais ?» Il passa une main dans ses cheveux. « Je veux réparer ça. On peut repartir de zéro. Je viendrai te voir. J'écouterai. Je peux changer. » Je regardai les lits dans sa main, magnifique, parfait, sans âme, comme un pansement sur une plaie infectée. « Tu as oublié qui j'étais, » dis-je, me levant lentement. Mais moi, jamais. Il cligna des yeux abasourdis. « Maman !» Je secouai la tête doucement. « Tu ne m'as pas manqué. C'est l'accès qui t'a manqué. » Je me tournai vers le chemin principal, l'arche du jardin, projetant des ombres délicates sur les pierres. Derrière moi, Damien restait figé, les lys flétris sur ses genoux. Je ne me retournai pas. Je n'en avais pas besoin. Certaines portes, une fois fermées, ne s'ouvrent plus. 6 mois plus tard, la lumière dans mon atelier tombe juste comme il faut, chaude et mouchetée à travers les cimes des arbres derrière la vitre. Les matins ici à la colline aux soucis sont lents dans le meilleur sens du terme. Mon pinceau glisse avec une assurance tranquille sur la toile superposant des ors aux verts, des ombres aux formes. J'ai commencé à peindre la lumière plus que les objets. C'est plus complexe, mais c'est authentique. Milo frappe une fois, puis entre apportant une tasse de mon thé préféré. Rooibos à la cannelle avec une goutte de lait d'avoine. « Tu oublies de boire quand tu te perds dans tes arbres », plaisante-t-il posant la tasse près de ma palette. « Je n'oublie pas, » dis-je en souriant. « J'aime juste quand tu me le rappelles. » Il rit, puis se dirige vers la cour pour son cours de sculpture sur pierre. Le samedi, nous échangeons des critiques, ses mains ébréchées par la pierre, les miennes tachées de pigments. Nous discutons de textures, nous rions des couleurs, nous ne parlons pas du passé. Le mercredi, je guide les adolescents du centre communautaire. Ils m'appellent Mamzelle V et apportent une énergie chaotique, des histoires et des baskets maculées de peinture. Le dimanche, j'organise un brunch pour les amis que je me suis fait ici.
Hélène du yoga, Carlos du jardin, Marguerite qui apporte des recueils de poésie et des tartes au citron. Parfois, dans les moments de calme, je ressens une douleur. Mais elle ne fait plus mal comme avant. Ils ne me manquent pas pour ce qu'ils étaient, ils me manquent pour ce que je pensais qu'ils étaient. C'est différent. J'ai perdu un fils, ai-je dit un jour à Marguerite, sirotant un thé sous la pergola. Mais je me suis trouvée. Elle n'a pas répondu. Elle a juste tendu la main et serré la mienne doucement. Je retourne à ma toile, la lumière perçant les feuilles de chêne comme de petits miracles. Ils m'ont traité de poids mort. Mais je suis la racine dont ils ont poussé, et la tempête qui les a abattus.